Salut, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma page YouTube et Facebook. C'est pour moi un honneur de partager avec vous ce thème qui est le suivant. L'avenir de l'Afrique. Devrons-nous retourner aux sources et aux cultures? Nombreuses sont des personnes qui répondront par oui. Et d'aucuns se sont donné pour privilège de laisser entendre que le salut de l'Afrique dépendra du fait de renoncer à tout ce qui est de l'Occident pour davantage faire un renouveau culturel. Et de quel renouveau s'agit-il? Se remettre au service de nos us et coutumes. Nous avons affaire ici à des personnes que j'appellerais des kémites qui se présentent un peu comme des descendants de Cam, qui en quelque sorte est l'un des fils de Noé. Et ils essayent d'établir un lien entre eux et la civilisation égyptienne qui, ma foi, remonte à plus de 10 000 ans avant Jésus-Christ. Et ceci montrant l'ancienneté de la civilisation égyptienne sur toutes les autres civilisations, laissant entendre que tout ce qui est occidental, y compris la religion chrétienne, n'est qu'un copier-coller de cette civilisation et de cette culture. Ils peuvent d'une certaine façon dire vrai, parce qu'en effet, lorsqu'on interroge l'archéologie contemporaine, notamment avec des personnes comme Cheikh Anta Diop, fort est de constater que la culture égyptienne était d'antan était développée en face des autres civilisations. Et nombreuses sont des personnes qui venaient puiser de cette culture pour davantage développer les leurs. Fort est de constater un auteur comme Hérodote qui présentera l'exode que faisaient la plupart des populations d'antan vers l'Égypte pour savourer ce trésor culturel, que ce soit dans le cadre philosophique, que ce soit dans le cadre artistique, que ce soit dans le cadre scientifique. Et fort est de constater que Pythagore, Thalès de Milet et même Socrate sont venus davantage contempler la sagesse égyptienne. Et la preuve en est que lorsque nous regardons le Kalos Kai Kagaton de Platon, il y a comme une adéquation entre ce concept du vrai, du beau et du bien et la Mahat égyptienne. Et lorsque nous voyons un autre auteur comme Champollion le Jeune, qui au XVIIIe siècle, en plein esclavage, montrera la classification des races et montrera que la majorité des pharaons étaient des noirs avec des cheveux crépus et le nez épaté. Et durant cette période va naître l'ethnologie qui en quelque sorte est l'ancêtre de l'anthropologie, qui faisait une comparaison entre la culture dite occidentale et celle dite archaïque. Et selon que les sociétés dites archaïques évolueront, l'objet de cette science tombera pour laisser la place à l'anthropologie. Nous avons aussi connu des auteurs comme Hegel, comme Lévi-Brühl, comme Heidegger, qui sont venus remettre en question la capacité du noir à raisonner et l'incapacité du noir à avoir eu une telle grande civilisation, notamment celle de l'Égypte. Et nous avons connu des réactions en face de cette réalité ethnocentrique occidentale, comme l'ethnophilosophie, comme les Placide Tempest qui montreront une ontologie dans la culture africaine, comme les Alexis Kagame, comme les Poulain Otondi, qui viendront montrer que la raison n'est pas seulement occidentale mais africaine. Mais là n'est pas le problème, là n'est pas la situation à résoudre à présent. Le problème que nous sommes appelés à comprendre est celui que posent les Kamites, qui laissent entendre que tout ce qui est occidental est mauvais, qui laissent entendre que toutes les religions venues de l'Occident sont mauvaises. Est-ce ça le véritable problème de la chute de l'Afrique? Fort est déjà de constater que avant que les Occidentaux n'arrivent en Afrique, l'Afrique était déjà divisée. Bien divisée, il existait des guerres tribales. L'esclavage que l'on colle sur le dos des Occidentaux existait déjà bien avant.
il existait des esclaves, des personnes qui ne pouvaient pas devenir rois. Et lorsque l'on fait un tour dans la partie ouest du Cameroun, notamment à Fumban, dans leur musée, fort est de constater que la culture Bamoun prévoyait que lorsqu'un roi mourait, il devait être enterré avec l'une de ses femmes et avec certains de ses esclaves. C'est dit que non seulement il y avait des esclaves, mais aussi ils étaient appelés à être esclaves même dans l'au-delà. Donc nous sommes appelés en quelque sorte à remettre d'une part en question le caractère culturel que nous voulons mettre comme étant le maître de notre existence. Et c'est en cela que je porte en discussion, voire en question, cette conception de se mettre au service de la culture. Là ne sera pas un problème à résoudre pour l'Afrique. Le véritable problème à résoudre en Afrique, c'est de mettre sa culture à notre service. Parce que le serviteur ne saurait voir les limites du maître. Si nous sommes les serviteurs de notre culture, nous ne saurons mettre en question les limites de notre culture. Nous ingurgiterons tout ce que notre culture a comme limite. Et selon que nous aurons ingurgité cela, alors nous serons des éternels perdants. Parce que nos ancêtres ont fait preuve de serviteurs de la culture, mais ils n'ont pas pu tenir en face de la puissance occidentale. Mais comment est-ce que nous devrions faire? Nous devrions plutôt mettre la culture à notre service et avoir assez d'humilité pour reconnaître que dans notre culture, il y a des limites, il y a des failles, il y a des péchés et nous devons ajuster ces péchés. Et dans un carrefour du donner et du recevoir où toutes les cultures du monde se valent, fort est de constater que nous pourrons puiser dans les autres cultures des schèmes positifs pour davantage nous améliorer. C'est ce qu'a fait la Chine, c'est ce qu'a fait le Japon, c'est ce qu'ont fait plusieurs autres pays qui sont des puissances aujourd'hui. Donc, tout laisse à croire, selon des enquêtes récentes, que ceux qui sont derrière le kémitisme sont des francs-maçons. Et ils voudraient que les Africains, au service de leur culture, soient des éternels perdants comme leurs ancêtres qui n'ont pas pu tenir en face de la colonisation occidentale. Nous devons prendre cela en question. Deuxièmement, ils remettent en question les religions révélées, et plus exactement le christianisme. Et fort est de constater encore qu'ils se trompent, parce que le christianisme n'est pas une religion occidentale, elle est orientale. Et lorsque l'on regarde, l'Afrique a été concernée dans les débuts du christianisme, déjà avec l'eunuque éthiopien qui est rentré chez lui rendant gloire à Dieu au lendemain de son baptême. Et un peu plus avant lui, les rois mages, parmi lesquels l'un qui offrit de l'or reconnaissant la royauté du Christ, et un autre, Simon de Cyrène, qui aida Jésus à porter sa croix. Et dans les premiers siècles du christianisme, nous avons connu le patriarcat d'Alexandrie qui recouvrait toute l'Afrique du Nord. Et au niveau de l'Égypte se trouvaient des universités où on pouvait réfléchir sur la possibilité d'incarnation du christianisme dans le savoir africain. Donc le christianisme n'est pas étranger à l'Afrique, bien au contraire, il trouve une place de choix en Afrique. Et puisque le christianisme est une religion de révolution, ce christianisme donnera la possibilité à l'Afrique de s'émanciper et de se développer. Et ces kamites font erreur de confondre le christianisme au colonialisme. Fort est de constater, notamment au Cameroun, qu'avec le siècle des Lumières, la Révolution française, la sécularisation contemporaine, la loi de 1905 qui séparait l'Église de l'État, qu'il y avait un divorce entre le pouvoir temporel et le pouvoir spirituel. Lorsqu'on regarde le journal d'Henri Fitter ou alors de Monseigneur Plissono, on pouvait constater facilement la guerre qui existait entre le pouvoir temporel et le pouvoir spirituel. Prenons juste un simple exemple. Lorsqu'on regarde en Europe,
les villes sont construites autour des églises, des marchés et des mairies. Mais au Cameroun, les villes coloniales sont construites autour des mairies, des marchés, mais l'église est éloignée. Ça montrait déjà cette loi de 1905 qui s'implémentait au lendemain de la venue des missionnaires français au Cameroun. Deuxièmement, nombreux sont les missionnaires qui se sont fait enfermer parce qu'ils remettaient en question la manière de certains colons de se comporter à l'endroit des Noirs. Et aucun document magistériel existe qui justifie non seulement l'esclavage, mais aussi encourage la colonisation. Nous avons par exemple Maximum Hilloud du pape Benoît XV qui encourageait déjà une inculturation et une formation des séminaristes noirs qui devaient devenir des prêtres plus tard. Nous avons Rerum Ecclesiae, nous avons Evangelii Praecornes, et avant cela, nous avons le discours de la propaganda fide qui a vu le jour au XVIIe siècle pour dissocier l'évangélisation de l'exploration. Donc, fort est de constater qu'il y avait une division entre le pouvoir temporel et le pouvoir spirituel. Et ils ont habituellement cette malice de présenter le discours du roi Léopold II comme étant une preuve tangible de relation entre le pouvoir temporel et le pouvoir spirituel. Des récentes recherches ont montré que c'était le malicieux dessein de Mobutu Sese Seko qui s'est donné le privilège d'écrire une fausse lettre laissant croire que c'était Léopold II qui adressait cette lettre aux missionnaires catholiques dans l'ancien Zaïre, parce qu'en effet, les catholiques, à l'instar du cardinal Manoula, remettaient en question sa façon malicieuse de gérer le pays. Donc, il faudrait que nous revoyions en quelque sorte cette accusation que posent les Kamites, le caractère dangereux de la proposition qu'ils font pour nous permettre d'être seulement des éternels perdants et la nécessité d'entrer dans un carrefour du donner et du recevoir pour un développement et une émergence de l'Afrique qui deviendra de plus en plus forte en union avec les autres races, avec les autres cultures et avec les autres religions. Si cela vous a plu, n'oubliez pas de liker et de vous enregistrer dans notre page YouTube. À bientôt pour une autre vidéo et n'oubliez pas de vous abonner. Ciao, ciao.